Bonjour et bienvenue sur ce format intitulé Une bouteille à la mer. Allez, c'est parti, on va direct dans le vif du sujet. Pour 305, contre 199, l'Assemblée nationale a adopté. Ce qu'ils viennent de voter là, c'est la loi sur la fin de vie. Alors il y a eu deux propositions, la première visant à étendre les soins palliatifs et la deuxième, l'aide à mourir, c'est-à-dire ni plus ni moins que l'euthanasie. Ils ne l'appelleront pas comme ça, mais c'est ça. Alors néanmoins, le texte devra passer devant le Sénat et il y aura une deuxième lecture. Mais il va falloir quand même parler de ça et regarder ça avec attention parce qu'il y aura des dérives, forcément. On sait que nos gouvernants ne nous veulent pas du bien et qu'ils ne font pas ça parce que c'est chouette. Les pays qui ont légalisé déjà l'euthanasie, on voit déjà ce que ça donne, donc il y a un certain recul et on connaît les dérives. Je vais vous mettre une vidéo de Berkoff qui explique ça. Regardez. Est-ce que, pour me faire l'avocat, effectivement, de l'autre côté, Jean-Frédéric Poisson, si quelqu'un qui est vraiment à bout de souffrance, ou à bout de détresse, ou etc., qui, en toute conscience, bien sûr, choisit de dire, écoutez, mettez fin... Vraiment, je veux arrêter, je veux qu'on mette fin, et on a beaucoup d'exemples de ce genre. Est-ce qu'on va condamner le médecin qui va aider cette personne à mettre fin à sa vie ? C'est toute la question. C'est-à-dire que l'adoption de cet article 17, le dernier, à peu près le dernier en tout cas, de cette proposition de loi samedi matin, a consacré, comme vous l'avez dit, un délit d'entrave qui... punit de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende toute personne qui exercerait les personnes qui voudraient empêcher l'accès. Toute personne, médecin ou pas médecin, toute personne. N'importe qui, toute personne. Oui. Qui voudrait, alors soit en exerçant des pressions matérielles, physiques, etc. Bon, ça s'entend tout à fait. Mais surtout des pressions morales ou psychologiques pour dissuader d'une certaine manière la personne qui en a manifesté le souhait de recourir à l'euthanasie. Alors le problème, c'est que c'est toute la difficulté de ce débat. On ne peut pas tenir pour rien ni la faiblesse, ni le découragement, ni le dépit, ni le désespoir des personnes qui se sentent affaiblies à un point tel qu'elles veulent en finir avec l'existence. D'ailleurs, lequel d'entre nous n'a jamais eu l'esprit traversé par la volonté d'en finir, même de manière fugace, parce que de temps en temps c'est trop dur. Il faut comprendre ça, il faut l'entendre, il faut le traiter. Et comme je l'ai écrit dans le livre que vous avez eu la gentillesse de manifester, la mécanique des soins palliatifs permet cet accompagnement, permet ce traitement et permet tout ça. Là, le problème, c'est que nous sommes, par construction presque, en face de personnes qui sont dans un état de fragilité tel... Ça ne veut pas dire démence, ça ne veut pas dire perdre du consentement, non, ça veut dire fragiliser à un point tel qu'elle décide, ou elle souhaite en finir. Et on se demande ce que deviennent, dans cette situation-là, des pressions morales ou psychologiques. On peut parfaitement imaginer que, alors même si le texte ne semble pas dire l'inverse, même si les débats de samedi matin à l'Assemblée, en tout cas, se sont voulus en tout cas rassurants sur ce point, comment considérer le fait que vous avez dans votre famille quelqu'un qui vous dit « moi il faut que j'en finisse, c'est terminé, je n'en peux plus », son frère, sa sœur, son père, sa mère, son fils, sa fille, je ne sais pas qui de sa famille dit « non, tu peux pas faire ça, tu comprends bien que c'est pas possible, on est là pour t'aider, etc. etc. » Est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre de pression morale ou psychologique? Je veux dire, qu'est-ce qu'une pression morale ou psychologique? Parce que ça, ce sont les familles qui exercent une pression morale et psychologique. Ça se comprend, on n'a pas envie de voir partir les siens, la plupart du temps. Donc, cette notion est tellement floue qu'en réalité, son champ d'application lui-même est flou et donc extrêmement vaste. Et donc, je pense que c'est d'ailleurs le péché mortel de ce texte, d'une certaine manière, ou en tout cas son intention cachée, c'est que le texte est intéressant à lire. Les auditeurs le trouveront sur le site de l'Assemblée nationale facilement. Il faudrait qu'ils le voient. C'est accessible sur le site de l'Assemblée. Enfin, c'est assez facile. Il est d'une ambiguïté folle en réalité, parce que on se rend compte que tout est fait en fait pour faciliter le plus possible l'accès au suicide assisté, à l'euthanasie, et c'est plus intéressant encore que le contenu même du texte. Ce sont les amendements qui ont été rejetés par la majorité, par le gouvernement. C'est-à-dire, par exemple, la volonté d'exclure les déficients mentaux ou les handicapés. Il y a eu des amendements qui ont été portés là-dessus, des députés comme M. Bazin des Républicains, ou Christophe Benz du Rassemblement National, ou Hervé de Lépinot, également du Rassemblement National, puis d'autres, qui se sont attachés, ou M. Juvin, que vous avez reçu, je crois, la semaine dernière, tout à fait, qui se sont attachés à réduire la population, en disant au moins, enfin quand même,
on peut pas considérer qu'il y a, il y a un moment où il faut quand même faire attention. Philippe Juvin l'a dit, effectivement, on est déficient mental, on est la liberté de... le consentement éclairé peut être au moins affecté d'une certaine forme d'interrogation, on va dire ça. Alors voilà, conclusion, comme il le dit, Jean-Frédéric Poisson, déjà, tous les textes sont très très ambigus. Et il y a cet article 17, le délit d'entrave, qui me paraît d'une gravité sans nom. Vous imaginez le truc ? Vous avez un proche qui a des pensées suicidaires, vous n'aurez pas le droit de l'en empêcher. C'est quand même ahurissant, quoi. Émotionnellement, vous voyez, c'est grave. C'est vraiment très très grave. Voilà, je vais vous laisser avec cette bouteille à la mer. Je vais vous mettre une petite vidéo de notre amie Sandrine, qui elle se bat pour la fin de vie des clandestins. Oui, hein. On l'adore, notre Sandrine. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Je vais donner la parole à Madame Rousseau qui l'a demandé, et ensuite Madame Simonet. Je ne serais pas d'accord avec vous, monsieur le rapporteur, sur ce plan, parce que quand on est en fin de vie, en fait, on a des droits humains. Et le sujet, c'est pas tant le coût de la sécurité, le coût que ça fait peser sur la sécurité sociale, que les droits de l'homme, les droits humains fondamentaux, qui est que si on accorde à des Français le droit de ne plus souffrir s'ils souhaitent recourir à cette aide à mourir, eh bien il faut l'accorder à toute personne qui est sur notre territoire. Toute personne qui... Oui, mais... Il n'y a pas que la nationalité. Il y a la nationalité, mais il y a aussi le fait... résidence stable. Oui, mais résidence stable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Un étranger qui est en résidence. Oui, mais ça veut dire en fait un étranger qui est en condition régulière, qui est globalement quand même si, parce que qu'est-ce qu'on va... Enfin oui, ça va se recouper à un moment, on est d'accord. Donc moi je voudrais que, déjà que les étrangers qui ne sont pas en situation régulière ont quand même des conditions de vie terribles, si en plus au moment de la mort on leur refuse un droit fondamental, il me semble que ça n'est pas humain. Voilà, donc je vous invite à l'humanité.